Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Avec plaisir. Aujourd'hui, la NUPES dépose donc une motion de censure, dénonce depuis les législatives une sorte de déni démocratique, un président mal élu, dit notamment Jean-Luc Mélenchon, et une première ministre sans majorité. Alors, est-ce qu'après cette séquence électorale, il y a un sujet, à vos yeux, de légitimité pour l'exécutif ? Non, il n'y a pas de sujet institutionnel. Il y a un sujet politique, évident, mais les institutions fonctionnent. On l'a vu la semaine dernière où la Première ministre a fait sa déclaration de politique générale. Aujourd'hui, il y a une discussion sur une motion de censure. Donc, les institutions fonctionnent, ce qui prouve d'ailleurs en passant que la Constitution de la Ve République est quand même assez souple, puisqu'elle résiste à des circonstances très différentes. Mais sur le plan politique, c'est autre chose. La question, c'est est-ce que le président de la République va pouvoir faire approuver son programme ? Est-ce que l'opposition va pouvoir faire valoir ses arguments ? Bon, mais ça, c'est la politique, c'est pas de l'institutionnel. Une première ministre qui refuse la motion de confiance n'est pas un déni démocratique. Non, alors, soyons clairs, il y a un malaise démocratique en France. Ça, un malaise démocratique, pourquoi ? Oui, mais on le voit par exemple au moment de l'abstention. Bon, on le voit parce qu'on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Donc, il y a un malaise démocratique. Mais ce malaise n'est pas lié directement aux institutions, c'est autre chose. Alors, les causes, il y a des causes générales, le fait que désormais les décisions sont de plus en plus internationales, le fait que les gens ont le sentiment que ce qu'ils pensent n'accroche pas sur les décisions. Mais je ne pense pas que ce soit lié essentiellement aux institutions. Il y a urgence à y répondre, à ce malaise démocratique. Oui, mais d'ailleurs tout le monde en convient. L'exécutif, le président de la République, l'opposition, chacun. Mais quels sont les bons outils, Laurent Fabius, pour répondre à ce malaise démocratique ? Encore une fois, la place qui est la vôtre est une place d'observation privilégiée. Oui, pas seulement d'observation, mais en tout cas, je ne me mêle pas de politique. Moi, je suis le juge. C'est un ensemble. Ouais. Je crois qu'il y a un problème général qui est que, si vous voulez, en 2022, la vie démocratique, ça ne peut pas être on vote une fois tous les 5 ans pour le président de la République et puis rendez-vous 5 ans après. Bon, donc il y a une question qu'on appelle de méthode. Bon, il faut que vraiment les gens aient le sentiment de participer. Il y a aussi une question de contenu de la politique. Est-ce que les électeurs ont le sentiment que quand ils votent, ça a une incidence directe ou pas ? Il y a aussi alors des problèmes plus généraux, l'apparition des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est très compliqué, mais en France, tout de même, je pense que l'honnêteté consiste à dire qu'il y a un vrai malaise et qu'il faut y répondre. Est-ce que ce nouvel équilibre à l'Assemblée nationale peut déboucher sur une situation de blocage ? Quand vous entendez dire qu'il va falloir aller vers des compromis, est-ce que la façon dont on a toujours fonctionné dans ce pays-là peut s'accommoder de ce nouvel équilibre à l'Assemblée nationale ? Il faut le souhaiter. Simplement, je crois que tout le monde a tiré la conséquence qu'il faut des compromis. Oui. Mais il ne faut pas seulement des compromis, il faut avoir la culture du compromis. Mais est-ce qu'on a la culture du compromis ? Traditionnellement, c'est pas la caractéristique majeure en France. Non ? Quand vous voyez qu'il y a 89 députés RN qui sont entrés à l'Assemblée sans la proportionnelle, la France Insoumise qui a pris la main sur la gauche, des compromis avec des forces politiques qui sont plutôt aux extrêmes de l'échiquier politique, c'est pas notre culture. C'est pas vraiment notre culture, mais je pense qu'il va falloir que les uns et les autres s'adaptent. Je dis les uns et les autres. Et les autres. Et quand vous entendez certains responsables politiques parler d'ores et déjà de dissolution ? Ça, c'est un autre cas de figure. Elle est prévue dans certains cas par la Constitution. Et moi, mon rôle, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. Bon, après, juger si et quand une dissolution est possible et opportune, ça, c'est vraiment de la politique. Et c'est vraiment la prérogative du président de la République. Bien sûr. Est-ce que vous craignez une situation de blocage ? Je pense que chacun peut la redouter, parce que le vrai problème, c'est qu'en France, alors on peut avoir des points de vue différents sur quelles réformes il faut faire, mais que ce soit du côté de la majorité ou du côté des oppositions, on souhaite des réformes. Et est-ce que la répartition arithmétique des forces permet d'opérer ces réformes ? C'est ça la grande question. Et c'est là où l'affaire du compromis intervient. Ce qui est difficile à saisir, Laurent Fabius, c'est de savoir si on est entré dans une période d'instabilité politique. Pour l'instant, les choses fonctionnent. Bon. Après, j'en sais rien. Ce que je note, en tout cas, dans le rôle qui est le mien, c'est que la Constitution est quand même extrêmement souple. Parce que ce cas de figure, on ne le prévoyait pas. Il survient.
Jusqu'à présent, ça se passe. Je ne dis pas ça se passe bien, ça se passe mal. Pour l'instant, ça se passe. En tout cas, la dernière question sur ce sujet-là, la Ve République peut-elle s'accommoder de voir basculer le pouvoir au Parlement? C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en disant le pouvoir a traversé la Seine, le pouvoir est désormais au Parlement. Il y a des évolutions selon les périodes. Il y a eu des moments d'hyper-présidentialisation, des moments où le Parlement était plus fort. Je pense qu'il y a, quand j'écoute les uns et les autres, un souhait d'un certain rééquilibrage. On passe à ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a certainement, vous a certainement fait réagir. Quelques jours après s'être attaqué au droit à l'avortement, la Cour suprême des États-Unis s'en est pris à la lutte contre le réchauffement climatique en autorisant les États à revenir notamment aux centrales à charbon. Comment est-ce que vous avez réagi? Oui, c'est grave. D'habitude, les cours constitutionnels ne commandent pas les décisions des autres cours constitutionnelles. Mais là, je vais faire une exception parce que c'est quand même très, très spécial. Car les décisions prises par la Cour suprême américaine ont non seulement des incidences ravageuses sur les Américains, mais sur le monde entier. Lorsque la Cour suprême américaine décide que désormais l'Agence nationale d'environnement ne peut plus donner des directives, notamment en matière de charbon, d'arrêt du charbon, aux États, ça a des incidences sur le monde entier, puisque les États-Unis sont le deuxième émetteur de CO2 au monde. Donc, c'est tout à fait redoutable. Et la critique porte en général sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'idéologisation des juges, c'est-à-dire le fait que c'est le gouvernement des juges. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'originalisme, c'est-à-dire que les juges ont dit, pour prendre certaines décisions, il faut se replacer au XVIIIe et au XIXe siècle, ce qui, honnêtement, n'a pas de sens. Ça veut dire que là, ils sortent de leur rôle. Ah, clairement, oui. Clairement, oui. Alors, ça a des conséquences auxquelles il faut réfléchir. D'ailleurs, c'est que nommer des juges à vie, ça ne me paraît pas une très bonne solution. Et nommer des juges sur des bases idéologiques, ce qui est le cas aux États-Unis, c'est pas non plus souhaitable. C'est pas le cas en France? Non. Je rappelle quand même, pour ceux qui nous regardent, que vous avez présidé le sommet de Paris en 2015. La COP21. La COP21, exactement. Votre avis sur ce qui est en train de se passer sur le terrain énergétique? Les Russes mettent une pression naturellement sur le gaz, pourraient bien même organiser une pénurie à la rentrée prochaine. Les prix de l'énergie carbonée flambent. Le gouvernement finance donc des aides pour accompagner l'inflation et faire baisser les prix des carburants. Et là, on se dit, des finances publiques pour aider, au fond, les énergies carbonées, est-ce que c'est le sens de l'histoire? Pas vraiment. Alors, une remarque générale, c'est vrai que j'ai présidé, organisé la COP21, le grand accord de Paris. Depuis, je dirais qu'il y a trois catégories d'acteurs. Les scientifiques ont fait leur travail, ça progresse. Les acteurs de la société civile, les particuliers, beaucoup d'entreprises ont avancé. Mais les gouvernements, beaucoup se sont parjurés. C'est-à-dire qu'ils ont tous signé. Mais quand vous regardez la liste, beaucoup ne respectent pas, enfin en tout cas plusieurs ne respectent pas leurs engagements. Dont la France? Non, je ne porte pas de jugement sur la France. La France est, si on regarde mondialement, plutôt dans la zone haute de ceux qui agissent. Alors on peut dire que ce n'est pas assez bon. Mais donc, on est très très loin du compte. Et je suis évidemment très inquiet. Alors, sur l'affaire du gaz, il y a une bonne et une mauvaise conséquence. La bonne conséquence serait de dire, à partir du moment où on voit qu'on est dépendant du pétrole, qu'on est dépendant du gaz, il faut en faire moins. L'autre conséquence est de dire, oh là là là, il faut redémarrer le charbon. J'espère qu'on prendra la bonne trajectoire. Ça montre en tout cas que la question climatique, y compris avec sa dimension sociale, est absolument centrale. C'est la première question du monde. Et honnêtement, je trouve qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Merci beaucoup, Laurent Fabius, d'avoir été notre invité ce matin.